Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Télé Sud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce mardi 7 mars. Au Nigeria, les partisans d'Atiku Abubakar, candidat du PDP à l'élection présidentielle, se sont rassemblés devant la CENI pour protester contre le résultat de la présidentielle qu'ils qualifient de fraude. En République démocratique du Congo, un nouveau cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et les forces armées régulières a été instauré aujourd'hui avec l'aide des autorités angolaises qui assurent la médiation entre Kinshasa et Kigali, un cessez-le-feu fragile en raison notamment des tensions qui persistent dans la région. Et pour terminer cette édition, nous ferons un point sur la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui débute aujourd'hui partout en France avec un objectif annoncé par les syndicats, bloquer le pays. On débute donc cette édition avec Atiku Abubakar, candidat malheureux aux élections présidentielles au Nigeria, qui a mené une manifestation avec quelques centaines de ses partisans devant le siège de la commission électorale à Abuja pour contester les résultats de l'élection présidentielle. On fait le point sur la situation avec Soukaina Skali. Des centaines de manifestants habillés en noir et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sauvons notre démocratie ». Ce sont les revendications des partisans d'un des candidats battus à l'élection présidentielle au Nigeria, Atiku Abubakar. Nous sommes ici parce que le Nigeria a été violé. Ils nous ont violés sans notre permission. Ils ont pris notre mandat et ils doivent nous le rendre. Depuis mercredi dernier et l'annonce de la victoire du candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, les résultats sont contestés par une partie des Nigérians. Les partis de l'opposition crient au vol et dénoncent un processus électoral qui ne reflète pas les aspirations des Nigérians. Notre candidat a gagné et c'est un homme juste et pacifique. C'est pourquoi nous avons dit que nous devions venir à la CENI pacifiquement, leur faire comprendre que c'est ce que nous voulons, c'est ce que les Nigérians veulent. Depuis qu'ils ont déclaré l'autre homme comme président, tout le pays est en deuil. Alors vous devriez savoir qu'ils nous ont volés, ils nous ont violés et nous voulons le récupérer. Atiku devrait retrouver son mandat. Si la commission électorale indépendante a reconnu des failles lors du processus électoral, elle rejette cependant les accusations de fraude. Dans le camp de Atiku Abubakar et même de l'outsider Peter Obi, on estime que les défaillances du système lors du téléchargement des résultats ont créé des disparités avec les résultats des comptages manuels dans les bureaux de vote. Nous sommes ici pour rappeler au président de l'INEC, Mahmoud Yakubu, qu'il a promis aux Nigérians, lors de la collecte des résultats, que nous allions examiner les résultats et qu'à ce jour, alors que vous et moi sommes debout ici et que nous parlons, il n'a pas encore révisé ces résultats. Nous lui demandons donc de les réviser. Les observateurs internationaux avaient eux relevé des problèmes logistiques majeurs et un manque de transparence. Peter Obi a déclaré mercredi qu'il allait saisir la justice pour prouver aux Nigérians qu'il avait gagné la présidentielle. En Afrique du Sud, après 2 mois d'attente, le président Cyril Ramaphosa, lors d'une allocution télévisée, a présenté son nouveau gouvernement avec entre autres la nomination d'un ministre de l'électricité, un poste inédit en Afrique du Sud, M. Gosiento Ramogopa, l'ancien maire de Pretoria. On écoute le président sud-africain. Notre tâche la plus immédiate est de réduire considérablement la gravité des délestages dans les mois à venir et à terme d'y mettre fin complètement. Nous créons 2 nouveaux ministères. Le premier est le ministre de l'électricité, chargé de faire face à la crise immédiate des délestages. Le second est le ministre chargé de la planification, du suivi et de l'évaluation afin d'attirer davantage l'attention sur les performances du gouvernement. Je vous l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui à midi que les M23 devaient observer un cessez-le-feu selon les autorités angolaises qui assurent la médiation entre Kinshasa et Kigali. Un cessez-le-feu qui ne gommera pas les tensions persistantes dans la région dues, entre autres, aux relations exécrables entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On fait le point avec Émeric Torignon. Le groupe armé M23 respectera-t-il son engagement de cesser le feu dans l'est de la RDC ? C'est la question que se posent de nombreux Congolais, mais également toute la communauté internationale.
Après plusieurs accords jamais honorés par le groupe rebelle ce mardi, à 12h heure locale, une nouvelle trêve est censée entrer en vigueur. Les responsables du M23 se sont eux-mêmes engagés à la respecter. En visite samedi à Kinshasa, le président français Emmanuel Macron avait laissé entendre que des sanctions pourraient être prises si ce nouveau cessez-le-feu n'est pas respecté. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent, sous la supervision des médiateurs. Et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais les combats qui ont repris depuis lundi entre l'armée de la RDC et le M23 se sont poursuivis ce mardi matin à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les deux parties se rejettent la responsabilité et s'accusent mutuellement d'avoir lancé des attaques sur leur position. Lundi encore, le secrétaire général des Nations Unies a une nouvelle fois appelé le M23 à mettre fin aux hostilités. Le secrétaire général exhorte le M23 à respecter le cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et effectif de toutes les zones occupées à l'est de la République démocratique du Congo, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre. Le nouveau cessez-le-feu annoncé intervient après l'échec de toutes les précédentes initiatives régionales lancées pour mettre fin à la progression du M23 ces derniers mois dans le Nord Kivu. Malgré tous les efforts de la communauté internationale, les combats se poursuivent sur le terrain. Difficile donc pour le moment de prédire si la nouvelle trêve à laquelle s'est engagé le groupe rebelle sera respectée. En Libye, où le pays est en proie à l'insécurité depuis le renversement et la mort de Mouammar Kadhafi en 2011, deux gouvernements rivaux se disputent actuellement le pouvoir. Le gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli et l'autre dans la ville centrale de Sirte. C'est dans ce contexte que des membres de l'armée libyenne sous le commandement du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale ont participé à un exercice à Tarhouna dans l'ouest du pays. On écoute le commandant en chef des armées terrestres libyennes. Nous avons commencé par la formation des bataillons d'artillerie, des bataillons d'infanterie et des bataillons de chars. Et la période de formation a duré 6 mois. Ensuite, nous avons effectué des tirs tactiques dans le champ de tir au sud de la ville de Zilten. Et à présent, nous avons effectué la mobilisation et les exercices de tir tactique, auxquels ont participé tous les bataillons d'artillerie, d'infanterie et de chars. Cela fait 2 semaines que nous préparons l'exercice dans cette zone. En Tunisie, la Banque mondiale a annoncé suspendre son partenariat avec le pays jusqu'à nouvel ordre. Pour le président de la Banque mondiale, David Malpass, l'institution ne peut plus poursuivre ses missions sur place en raison de la situation des migrants, ajoutant que la sécurité et l'inclusion des migrants et des minorités font partie des valeurs centrales de la Banque mondiale. 33 pays africains, 12 pays d'Asie-Pacifique et Haïti tiennent leur 5e conférence des pays les moins avancés à Doha du 5 au 9 mars. Ces réunions qui ont lieu tous les 10 ans ont pour objectif de soutenir les membres les plus vulnérables de l'ONU. Mais pour quel résultat? Réponse avec Souila Bailly. Une arrivée en nombre, côte à côte, les chefs d'État des 46 pays les moins avancés. Cette catégorie, créée en 1971 par l'Organisation des Nations Unies, est destinée à leur permettre de faire face aux défis économiques majeurs auxquels ils sont confrontés. Tous les 10 ans, un sommet les réunissant sous l'égide de l'ONU se tient afin de déterminer les objectifs économiques à atteindre jusque la prochaine échéance. La 5e édition du sommet des pays les moins avancés se tient à la lumière des graves défis auxquels le monde est confronté en raison des nouveaux conflits internationaux, de la crise alimentaire internationale et du changement climatique, sans oublier les répliques continues de Covid-19. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est indigné et a dénoncé le système économique mondial dont il estime qu'il creuse les inégalités entre États
et maintient les pays les moins avancés dans une situation perpétuelle d'infériorité face aux pays les plus développés qui en profitent. Des mots forts et un engagement à remédier aux problèmes. Mais vos pays sont piégés dans des cycles vicieux qui rendent le développement difficile. Et je peux vous assurer que nous sommes parfaitement conscients des iniquités créées par notre système économique et financier mondial injuste. Et nous sommes déterminés à le changer par des réformes. Grands absents du sommet, les chefs d'État des pays les plus riches qui n'ont pas tenu leurs engagements passés à fournir entre 0,15 et 0,20% de leur produit intérieur brut aux pays les moins avancés. Depuis 1971, le nombre de pays les moins avancés a presque doublé et selon l'ONU, 14% de la population mondiale vit dans ces pays. Le cyclone Freddy qui revient frapper Madagascar, une commission mixte lancée au Cameroun face à la répression de la résistance coloniale et Washington qui en appelle à l'ONU suite aux intoxications d'écolières en Iran. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Mathieu Nicolas et Noël Dong. Retour en France où ce mardi va se dérouler la 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors manifestations, grèves reconductibles, occupation de sites énergétiques, les syndicats ont promis de tout mettre en œuvre pour mettre la France à l'arrêt en juin. L'heure va tout face au gouvernement à quelques jours d'une probable adoption de la réforme des retraites par le Sénat. Mathieu Nicolas. Alors que le jour ne s'est pas encore levé, on assiste ici à une véritable veillée d'armes. Nous sommes à Saint-Denis, dépôt de bus de la RATP. Les travailleurs grévistes peaufinent les derniers détails. Il y a ceux qui écrivent les slogans sur leurs banderoles, ceux qui ramènent un maximum d'objets, y compris des poubelles, pour bloquer l'entrée du site. Ce matin, des grévistes de la RATP, rejoints par des étudiants, ont bloqué au lever du jour ce dépôt de bus de la RATP à Saint-Denis-Pleyel. Mais le blocus n'a pas tenu longtemps. La faute aux forces de l'ordre. Ah ben nous, l'ensemble des organisations syndicales de la RATP appellent en effet à la grève reconductible, mais ce n'est pas le seul secteur. Hein. La SNCF c'est pareil, on a vu les raffineurs, il y a eu un appel également pour les chauffeurs routiers, etc. En attendant une éventuelle reconduction de la grève, les syndicats espèrent faire de ce 7 mars une journée de grève historique. Dès lundi soir, certains ont ouvert avec 24 heures d'avance le bal de cette journée historique. C'est le cas dans le nord à Léquin, près de Lille, où des chauffeurs routiers ont occupé un rond-point pour mener une opération de tractage et de barrage filtrant. On a démarré une journée plus tôt. C'est un coup de semonce, hein. On est gentil aujourd'hui, on distribue des tracts, on filtre, etc. Les actions futures sont certainement plus fortes si on n'a pas gain de cause auprès du gouvernement et qu'il n'entend pas les problèmes qu'on a. La volonté des syndicats du travail est claire, mettre la France à l'arrêt ce mardi et envoyer un message fort au gouvernement à quelques jours d'une probable adoption de la réforme contestée des retraites au Sénat. La mobilisation du 7 mars est, selon le secrétaire général de la CGT, la première journée d'une nouvelle phase. Près de 320 rassemblements sont prévus partout en France. C'est la 6e journée de mobilisation interprofessionnelle. Les 5 premières ont connu un gros succès, des millions de personnes dans les rues, des millions en grève, et on a un gouvernement et un président de la République surtout qui ne prête pas attention aux revendications. Donc c'est une nouvelle phase et vous l'avez noté avec un nouveau mot d'ordre de l'intersyndicale, c'est-à-dire mettre le pays à l'arrêt et des grèves reconductibles dans de nombreux secteurs. Le mouvement est suivi dans de nombreux secteurs comme dans les transports, circulation fortement perturbée ce mardi à la SNCF et à la RATP. L'éducation nationale, elle aussi, est en grève. Plus de 60% des enseignants du premier degré seraient grévistes. Et dans toutes les raffineries en France, les expéditions de carburant sont bloquées. Depuis le début de la matinée, aucun produit n'entre ni ne sort des sites, selon la CGT. Alors cette journée de mobilisation, vous l'avez entendu, a été très suivie dans l'éducation nationale et va une nouvelle fois obliger les parents à faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour concilier garde des enfants et obligations professionnelles. On écoute quelques réactions.
Ça fait plaisir aux grands-parents, ça m'arrange qu'à moitié, mais je suis pour la grève, donc je soutiens absolument les enseignants, les personnels, l'école. On se débrouille, il faut bien que quelques personnes résistent. On a de la chance, on a le grand-père qui est venu pour nous filer un coup de main, justement pour garder les enfants. Ma fille et son mari sont au travail, alors je garderai ma petite fille. Ce qui ne sera pas une punition, ce sera même une joie. Heureusement, mamie est là. Allez, toute autre chose à présent. Au Zimbabwe, tout le monde connaît ce petit plaisir gustatif dont les mamans zimbabwéennes ont le secret, même s'il vient de Grande-Bretagne où il est en général servi à l'heure du thé. Je veux parler du scone, un petit pain dense et aéré que les Zimbabwéens, eux, préfèrent déguster au petit déjeuner. Souilas Bailly. Une jolie croûte dorée à la sortie du four et une texture aérienne. Cette petite douceur, c'est le scone. Composé à base de farine, de beurre, de levure, de sel, de sucre et de lait, le scone est la viennoiserie de référence au Zimbabwe. Ce petit pain mollet à la fois aéré et dense n'est pourtant pas si simple à réaliser. Le secret de sa recette réside dans sa préparation. Le secret, c'est dès le début avec les ingrédients, la levure, le sel, tous les ingrédients. C'est quand vous faites la pâte que c'est important. Si vous la faites mal, ça ne sera pas bon. À consommer au petit déjeuner ou à l'heure du thé, cette viennoiserie fait partie intégrante du quotidien au Zimbabwe. Un mets aux ingrédients assez accessibles, très apprécié du plus grand nombre, au prix assez abordable. Des centaines de scones sont vendus dès l'aube chaque jour au Zimbabwe. Je crois vraiment que c'est quelque chose. C'est du luxe, un vrai petit plaisir. Je pense que quand vous voulez sortir avec quelqu'un pour une occasion spéciale, vous avez envie de thé et de scones. Héritée de la présence coloniale de l'Empire britannique au Zimbabwe, cette gourmandise a su rester au cœur des habitudes alimentaires du Zimbabwe. Au fil du temps, les Zimbabwéens se sont appropriés la recette et semblent l'avoir définitivement adoptée, au point de devenir un patrimoine de toutes les classes sociales du pays. On termine cette édition avec des images d'une statue d'un sphinx souriant à 2 fossettes représentant un empereur romain. Découvert près du temple d'Hathor à 500 km au sud du Caire, ce sphinx en calcaire a été donc découvert dans un bassin byzantin à l'intérieur d'une tombe à 2 niveaux aux côtés d'une stèle romaine gravée en démotique et en hiéroglyphes. Votre édition est terminée. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À demain. Au revoir.